Il regarda sa femme tremblante de l'autre côté du tribunal et eut un sourire narquois. Richard Sterling, le plaideur le plus impitoyable de la ville, l'avait dépouillé de ses comptes bancaires, de sa maison et de sa dignité. Il savait qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat commis d'office, encore moins un requin comme lui. Lorsque le juge demanda à Mme Sterling « Où est votre avocat ?» Richard rit à voix haute. Il se pencha et murmura « Je terminais, ma chérie. » Mais alors, les lourdes portes en chaîne à l'arrière de la salle s'ouvrirent en grinçant. La salle devint silencieuse. Et quand Richard vit qu'il franchissait ces portes, le sang quitta son visage. Il pensait avoir gagné jusqu'à ce qu'il réalise à qui il avait affaire. Le silence dans le foyer Sterling était habituellement celui que l'on trouve dans les musées, immaculé, coûteux et terrifiant à toucher. Mais aujourd'hui, le silence fut brisé par le bruit d'une fermeture éclair qui se refermait. Sarah Sterling se tenait au centre de la chambre principale, ses mains tremblant alors qu'elle préparait un petit sac de sport. Elle n'emballait pas des vêtements pour des vacances. Elle emballait les quelques affaires que Richard n'avait pas techniquement payées. Cela représentait 3 t-shirts, une paire de jeans usés de ses années universitaires et une photographie encadrée de son père. Tu te rends compte à quel point ça a l'air pathétique, n'est-ce pas? Sarah se figea. Richard était adossé au chambranle de la porte, faisant tournoyer un verre de scotch, alors qu'il était à peine midi un mardi. Il portait son costume emmané anthracite, celui qu'il mettait quand il était sur le point de détruire quelqu'un lors d'une déposition. Il avait l'air immaculé. Il ressemblait à un prédateur. « Je pars, Richard, » murmura Sarah, n'osant pas croiser son regard. « Je ne peux plus faire ça. Le gaslighting, le contrôle, j'ai terminé. » Richard jeta la tête en arrière et rit. Ce n'était pas un son joyeux. C'était un aboiement sec et aigu. « Tu as terminé, Sarah. Regarde autour de toi. Tu vis dans une maison de ville de 4 millions de dollars sur la Gold Coast à Chicago. Tu n'as pas travaillé un jour depuis 7 ans. Tu n'as pas de CV. Tu n'as pas de compte d'épargne. Tu n'as même pas de carte de crédit que je ne surveille pas. » Il s'approcha du bruit des glaçons qui s'entrechoquaient dans son verre et se pencha sur elle. Il mesurait 1,98 m, avait les épaules larges et sentait le bois de santal et l'intimidation. « J'ai déposé les papiers ce matin, » dit Richard avec désinvolture en prenant une gorgée. « Incompatibilité. Mais voici le truc. Ma chérie, j'ai gelé les comptes joints en attendant le litige, bien sûr. Procédure standard pour éviter la dissipation des actifs. Tu as exactement 42 $ dans ton sac, j'ai vérifié. » L'estomac de Sarah se serra. « Tu ne peux pas faire ça, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un endroit où rester. »« Alors tu n'aurais pas dû me menacer de me quitter, » siffla-t-il, son visage soudain à quelques centimètres du sien. « Tu crois pouvoir quitter Richard Sterling? Je suis associé senior chez Verify & Holloway. Je mange d'autres avocats au petit déjeuner. Qui vas-tu engager pour te représenter? » « Hein? » Sarah se mordit la lèvre pour ne pas pleurer. Il avait raison. Il connaissait tout le monde, chaque juge, chaque cabinet, chaque greffier du comté de Cook. Il avait des connexions qui remontaient à des générations. Elle n'était qu'une Sarah de l'Ohio, la fille tranquille qu'il avait foudroyée du regard lors d'un gala de charité, celle qu'il avait façonnée en parfaite épouse silencieuse. « Je trouverai quelqu'un, » réussit-elle à dire, en fermant le sac. « Tu ne trouveras personne. » Richard eut un sourire narquois. « J'ai déjà exclu les 10 meilleurs cabinets de la ville. J'ai eu des consultations avec tous la semaine dernière. Ils ne peuvent pas te toucher. Et un avocat commis d'office? S'il te plaît. C'est un tribunal civil, ma chérie. Tu n'as pas droit à un avocat gratuit ici. » Il tendit la main et lui tapota la joue, un geste à la fois condescendant et possessif. « Va te réfugier chez ta mère. Oh, attends. Elle vit dans cette masure délabrée au milieu de nulle part, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle va faire? Me préparer une tarte? » Sarah lui donna une claque. Le son résonna dans la pièce. Les yeux de Richard devinrent froids. « Sors avant que j'appelle la sécurité et que je te fasse expulser pour intrusion. » Sarah attrapa son sac et s'enfuit. Elle ne s'arrêta qu'à 3 pâtés de maison, hyperventilant sur un banc de parc près du lac. Le vent était mordant, transperçant son mince manteau. Elle sortit son téléphone.
Ses mains tremblaient si fort qu'elle le fit tomber 2 fois avant de composer le numéro. Il sonna longtemps. « Allô ?» Une voix crépita à l'autre bout. Elle semblait fatiguée, épuisée par des années de vie difficiles. « Maman, » dit Sarah en étouffant, les larmes finissant par couler. « Maman, il l'a fait. Il m'a jeté dehors. Il a tout gelé. Il dit que je ne peux pas avoir d'avocat. Il dit qu'il va m'écraser. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Margaret Harrington, la mère de Sarah, avait toujours été un mystère pour ses voisins. Elle menait une vie tranquille dans l'Ohio rural, jardinant et lisant des livres pesants. Pour Richard, elle était une paysanne, une personne sans importance. Sarah, la voix de Margaret changea, la fatigue s'évapora, le ton baissa d'une octave, devenant d'acier dur. « T'a-t-il menacé? » « Il a dit qu'il allait me ruiner. Il a dit que personne à Chicago ne me représenterait. »« Ah oui? » dit Margaret doucement. Richard a toujours été un garçon bruyant. Beaucoup de paroles et de costumes chers. « Maman, que dois-je faire? J'ai 40 $. J'ai peur. »« Sèche tes larmes, Sarah. Tu m'entends? Tiens-toi droite. » Sarah renifla, s'essuyant les yeux instinctivement, redressant sa colonne vertébrale, même si sa mère ne pouvait pas la voir. « D'accord, je me tiens droite. Bien, trouve un motel, le moins cher que tu puisses trouver. Je transfère 500 $ sur ce vieux compte d'urgence que nous avons créé quand tu étais à l'université, celui qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas beaucoup, mais cela te permettra de tenir la semaine. »« Mais l'audience est dans 3 jours, » pleura Sarah. « Il a déposé une requête d'urgence pour sécuriser la maison. Si je n'ai pas d'avocat, il obtient tout par défaut. »« Tu n'as pas besoin d'un avocat de Chicago, Sarah, » dit Margaret. « Je serai là. » Sarah cligna des yeux. « Toi, maman, tu ne peux pas venir ici. Tu détestes la ville. Et que peux-tu faire? Richard te mangera tout cru. Il s'est moqué de toi, maman. Il a dit que tu lui ferais juste une tarte. » À l'autre bout de la ligne, Margaret Harrington laissa échapper un petit rire terrifiant. « Une tarte, » musa Margaret. « Eh bien, je suppose que je lui servirai quelque chose, mais ce ne sera pas le dessert. Je te verrai dans 2 jours, Sarah. » Ne lui dis pas un mot. Pas un mot. La ligne se coupa. Sarah fixa le téléphone. Elle n'avait jamais entendu sa mère parler ainsi. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Margaret avait été une veuve à la voix douce qui cultivait des hortensias. Mais pendant une fraction de seconde, la femme au téléphone n'avait pas ressemblé à une jardinière. Elle ressemblait à un général. Le palais de justice du comté de Cook était une forteresse de pierre grise et de misère. Le mardi matin apporta une tempête de grésil qui s'abattit sur les fenêtres, reflétant l'humeur à l'intérieur de la salle d'audience 402. Sarah était assise à la table de la défense. Elle avait l'air petite. Elle portait une simple robe bleu marine qu'elle avait achetée dans une friperie la veille, car tous ses vêtements appropriés pour le tribunal étaient enfermés dans la maison de ville. Ses mains étaient jointes si serrées dans son giron que ses jointures étaient blanches. À sa droite, la table du demandeur était un spectacle de richesse. Richard était assis là, tel le roi du monde. Il était flanqué de 2 jeunes collaborateurs, tous 2 griffonnant furieusement sur des bloc-notes. Une assistante juridique arrangeait des piles de classeurs. Richard ne regardait même pas Sarah. Il regardait sa montre, l'air ennuyé. « Levez-vous tous !» hurla l'huissier. Le juge Anthony Rousseau fit une entrée remarquée dans la salle. Rousseau était surnommé le taureau. Il était impatient, bruyant, et n'avait aucune tolérance pour la perte de temps. Il s'assit, ajusta ses lunettes et consulta le rôle. Sterling contre Sterling. Le juge Rousseau grogna. Requête d'urgence pour possession exclusive de la résidence conjugale et gel temporaire des actifs. Nous sommes également ici pour l'audience préliminaire de la dissolution du mariage. Bonjour, votre honneur. Richard se leva, boutonnant sa veste avec aisance. Richard Sterling, je me représente moi-même, bien que, comme vous le savez, je sois associé chez Sterling, Myers et Holt. Je sais qui vous êtes, monsieur Sterling, dit Rousseau d'un geste de la main. Allons-y. Le juge tourna son regard vers la chaise vide à côté de Sarah. Il fronça les sourcils. Madame Sterling, tonna Rousseau. Où est-ce votre avocat? Sarah se leva, ses jambes tremblantes. Je n'en ai pas, votre honneur. Richard laissa échapper un soupir bruyant et théâtral. Il se tourna vers le juge, écartant les mains dans un simulacre de sympathie.
Votre honneur, j'ai averti ma femme à plusieurs reprises de trouver un avocat. J'ai même proposé de fournir une liste de noms. Il semble qu'elle ne prenne pas ces procédures au sérieux. C'est une perte de temps pour le tribunal. Est-ce vrai, Madame Sterling? Demanda Rousseau, les yeux plissés. Vous avez eu 3 jours de préavis. Dans une affaire impliquant des actifs de cette ampleur, comparaître sans avocat et des conseillers. Je ne pouvais pas me le permettre, votre honneur, bégaya Sarah. Richard a gelé les comptes. Une mesure de protection standard, votre honneur, intervint Richard avec douceur. Ma femme a un historique de dépenses impulsives. Je protégeais les biens de la communauté. C'était un mensonge. Sarah n'avait jamais dépensé impulsivement de sa vie. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Richard la coupa net. Votre honneur, puisque la défenderesse n'est pas préparée et non représentée, je demande un jugement par défaut sur la requête de possession exclusive. Elle n'a manifestement aucune défense. Le juge Rousseau regarda sa montre. Il avait une partie de golf à 15 €. Madame Sterling, si vous n'avez pas d'avocat, je n'ai d'autre choix que de procéder. Vous êtes censé connaître les règles de la preuve et de la procédure si vous vous représentez vous-même. Êtes-vous prête à plaider contre la requête de M. Sterling maintenant? Sarah regarda frénétiquement autour de la salle. Les portes arrière étaient fermées. La galerie était presque vide, à part quelques étudiants en droit observant le grand Richard Sterling à l'œuvre. Sa mère n'était pas là. « Maman » murmura-t-elle pour elle-même. « Où es-tu? » Madame Sterling, me aboya le juge. « J'attends quelqu'un, votre honneur, » dit Sarah, la voix tremblante. « Ma mère, elle a dit qu'elle venait m'aider. » Richard rit. C'était un son aigu et cruel qui traversa la salle d'audience. « Votre honneur, » ricana Richard, secouant la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, à moins que la mère de Madame Sterling ne soit membre du barreau de l'Illinois, je ne vois pas en quoi sa présence est pertinente. Ce n'est pas une réunion parents-professeurs, c'est un tribunal. Je vous demande de statuer sur la requête. » Les jeunes étudiants en droit au fond gloussèrent. Sarah sentit son visage s'embraser. Elle était humiliée, totalement seule. « La cour est encline à être d'accord, » dit le juge Rousseau, saisissant son marteau. « Madame Sterling, c'est regrettable, mais la loi est la loi. Vous n'avez pas réussi à trouver un avocat. Monsieur Sterling a présenté un cas prima facie pour... Bam! Les doubles portes à l'arrière de la salle d'audience ne s'ouvrirent pas. Elles furent enfoncées avec une telle force qu'elles heurtèrent les lambris de bois. Toute la salle sursauta. Le juge Rousseau laissa tomber son marteau. Richard se retourna, agacé. « Qui diable fait tout ce raffut? » hurla le juge Rousseau. Debout dans l'embrasure se tenait une femme. Elle était plus âgée, peut-être dans la soixantaine, portant un manteau de tweed qui avait connu des jours meilleurs et un chapeau de pluie. Elle était trempée par la tempête. Elle portait une mallette en cuir abîmé qui semblait dater des années 1970. C'était Margaret. Elle semblait petite dans l'immense porte. Richard la scruta, observa le manteau bon marché et les chaussures mouillées et eut un sourire narquois. Il se tourna vers le juge. « Mes excuses, votre honneur, » dit Richard avec dédain. « C'est apparemment la mère en question, Madame Harrington. Je suppose qu'elle est venue tenir la main de ma femme. » Margaret ne dit rien. Elle commença à descendre l'allée centrale. Elle ne marchait pas comme une vieille féminine aux genoux fragiles. Elle marchait avec une cadence rythmée et prédatrice. Clac, clac, clac. Le son de ses chaussures raisonnables résonnait sur le marbre. Elle atteignit la barrière, le portillon oscillant qui séparait le public des avocats. Bam! L'huissier s'avança, la main sur la ceinture. « Vous ne pouvez pas passer la barre. Cette zone est réservée aux avocats et aux parties. Prenez place dans la galerie. » Margaret s'arrêta. Elle regarda l'huissier, puis, lentement, elle leva la main et enleva son chapeau de pluie. Ses cheveux étaient gris acier, tirés en un chignon sévère et pragmatique. Ses yeux étaient comme des lasers bleus. Elle regarda Richard. « Richard, dit-elle. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait dans tous les coins de la pièce. « Tu as toujours eu un problème avec la célébration prématurée. »« Assieds-toi, Maggie, » ricana Richard. « Tu embarrasses Sarah. » Margaret tourna son regard vers le juge Rousseau. Elle ignora complètement l'huissier et poussa la barrière. « L'ordre »
hurla Rousseau, son visage devenant rouge. « Madame, vous allez reculer immédiatement derrière la barre, sinon je vous considérerai en outrage. Qui vous croyez-vous? » Margaret marcha droit vers la table de la défense. Elle déposa sa lourde mallette abîmée sur la table en acajou avec un bruit sourd. Cela ressembla à un coup de feu. Elle leva les yeux vers le juge, ses yeux ne montrant aucune peur. En fait, elle avait l'air ennuyée. « Mon nom, dit-elle, la voix claire et nette, est Margaret Harrington, et j'entame mon apparition en tant que conseil pour la défenderesse, Sarah Sterling. » Richard éclata de rire. « Vous êtes avocat, votre honneur? C'est une blague. Ma belle-mère est une bibliothécaire retraitée de l'Ohio. Elle n'est pas avocate. Vous vous moquez de votre tribunal. » Le juge Rousseau regarda Margaret avec dédain. « Madame Harrington, pratiquer le droit sans licence est un crime. Avez-vous une licence pour pratiquer dans l'État de l'Illinois? » Margaret déboutonna lentement son manteau de tweed. En dessous, elle ne portait pas le cardigan d'une bibliothécaire. Elle portait un tailleur pantalon noir ajusté. Il était démodé, certes, mais la coupe elle était impeccable. Elle fouilla dans sa mallette et en sortit un seul morceau de papier froissé. « Je n'ai pas de licence active en Illinois, votre honneur, » dit Margaret calmement. « Alors sortez-le, » dit Rousseau en pointant son marteau. « Cependant, » continua Margaret, sa voix coupant le commandement du juge, « j'ai ici une requête d'admission pro-hac-vis parrainée par la Cour suprême de l'Illinois en vertu de la loi de réciprocité de 1998. Et si vous consultiez la base de données de votre greffe, vous constaterez que bien que ma licence de l'Illinois soit inactive depuis 25 ans, je suis actuellement membre en règle du Borough de New York, du Borough de Washington, D.C. Et elle marqua une pause, regardant Richard droit dans les yeux. Et je suis la seule associée émérite du cabinet Harrington, Vance et Keene. La salle devint d'un silence de mort. Même la climatisation semblait s'arrêter. Le rectus de Richard disparut. Son visage devint livide. « Harrington Vance, murmura-t-il. « Attendez. Le Harrington. Vous n'avez jamais demandé quel était mon nom de jeune fille, Richard, » dit Margaret, ouvrant sa mallette et en sortant une pile de dossiers, assez épaisse pour étouffer un cheval. « Vous étiez toujours trop occupé à parler de vous. » Elle se tourna vers le juge, qui la regardait maintenant, la bouche légèrement entr'ouverte. « Maintenant, votre honneur, » dit Margaret en enfilant une paire de lunettes de lecture. « Je crois que le plaignant demandait un jugement par défaut faute de représentation. Comme ce n'est plus le cas, j'aimerais aborder la requête de gel des actifs. Et j'ai quelques contre-requêtes à présenter. 17 pour être exact. » Elle sourit. C'était un sourire terrifiant. « Commençons. » Le silence dans la salle d'audience 402 était pesant, le genre qui précède une catastrophe naturelle. Le juge Rousseau fixait les documents que Margaret avait posés sur son bureau. Il ajusta ses lunettes, plissant les yeux sur le sceau en relief du barreau de l'État de New York. « Madame Harrington, » dit le juge Rousseau, sa voix perdant son ton tonitruant au profit d'une curiosité prudente. « Vous êtes bien cette Margaret Harrington, celle qui a plaidé l'affaire United States contre O'Connell devant la Cour suprême en 89. » Margaret ne sourit pas. Elle inclina simplement la tête. « Je l'étais, bien qu'à l'époque, j'avais de meilleurs cheveux et moins de patience pour les brutes. » Richard Sterling se leva, son visage un masque de politesse forcée. « Votre honneur, cette histoire est fascinante, vraiment. Mais avec tout le respect que je dois aux vieilles laurières de ma belle-mère, elle est femme au foyer dans l'Ohio rural depuis 2 décennies. Le droit évolue. Les règles de procédure du comté de Cook sont spécifiques. Elle n'est pas compétente pour juger une affaire complexe de division d'actifs en 2026. » Il se tourna vers Sarah, lui lançant un regard plein de pitié. « Sarah, ma chérie, c'est une erreur. Ne la laisse pas te entraîner vers le bas. Réglez ça discrètement. » Margaret s'avança devant Sarah, bloquant la vue de Richard. Elle ne regarda pas Richard. Ses yeux restèrent fixés sur le juge. « Votre honneur, » dit Margaret, sa voix claire, « Monsieur Sterling soulève un point sur la compétence. Testons-la. Il a déposé une requête d'urgence pour geler les actifs, invoquant un risque de dissipation. Conformément au statut de l'Illinois 750 ILCS 5-501, il doit prouver que ma cliente a réellement tenté de cacher ou de détruire des actifs. Son affidavit cite, elle jeta un coup d'œil à un papier qu'elle tenait sans avoir besoin de le lire. Un retrait de 200 $ d'un distributeur automatique comme preuve de dépenses inconsidérées. Elle laissa tomber le papier sur la table. Pendant ce temps, continua Margaret, son volume augmentant légèrement. J'ai ici un relevé du bureau d'enregistrement du comté de Cook
consulté il y a 10 minutes sur mon téléphone dans le couloir. Il indique qu'hier après-midi, après avoir déposé la demande de divorce, mais avant d'avoir signifié la citation à comparaître à ma cliente, M. Sterling a transféré la propriété de la maison de vacances conjugales à Lake Geneva à une société à responsabilité limitée nommée RS Holdings. Ceci, votre honneur, est un transfert frauduleux classique destiné à frauder la communauté des biens. Richard se figea, la couleur disparut de son visage. Ça, c'était une transaction commerciale prévue il y a des mois. Ça n'a rien à voir avec le divorce. C'est ce que vous dites? Margaret contesta, se retournant pour lui faire face. Alors pourquoi l'agent enregistré pour RS Holdings est-il listé comme T. Miller, votre colocataire d'université et actuel frère de fraternité? Les yeux du juge Rousseau se plissèrent. Il regarda Richard. Le taureau n'aimait pas être joué dans son propre tribunal. « Monsieur Sterling, » gronda le juge, « avez-vous transféré des actifs immobiliers hier? »« Votre honneur, je peux expliquer, » balbutia Richard. « Gardez ça pour vous, » répliqua Rousseau. Il claqua son marteau. « La requête de gel des fonds de Mme Sterling est rejetée. De plus, j'accorde la requête orale de la défense pour une pension alimentaire temporaire. Vous débloquerez immédiatement les comptes joints. Et Monsieur Sterling, si vous bougez un seul centime de plus sans la permission de ce tribunal, je vous considérerai en outrage et votre tête tournera si vite qu'elle vous donnera le tournis. Nous nous réunissons dans 3 semaines pour la mise au point des pièces. 3 semaines, protesta Richard. J'ai besoin de plus de temps pour préparer les déclarations financières. Madame Harrington semble avoir trouvé vos dossiers de propriété en 10 minutes à l'aide d'un smartphone, cher confrère, dit Rousseau d'un ton sec. Je m'attends à ce qu'un associé d'un grand cabinet puisse égaler sa rapidité. La séance est levée. Alors que le huissier rappelait « Levez-vous tous », Richard fourra ses papiers dans sa mallette, sa composure se brisant. Il se pencha au-dessus de l'allée alors que le juge sortait. « Vous pensez que c'est une victoire? » Richard siffla de Margaret. « Vous venez de réveiller un géant endormi, Maggie. Je vais vous noyer sous les papiers. Je vais faire de ce divorce le plus cher et le plus douloureux de l'histoire de Chicago. » Margaret commença calmement à ranger sa maillette cabossée. Elle claqua les fermoirs, clic, clic, et le toisa de haut en bas. « Richard, dit-elle doucement, vous me confondez avec quelqu'un qui se soucie de vos menaces. Voyez-vous, j'ai pris ma retraite parce que j'en avais marre de gagner. Je pensais que le jardinage serait un défi. » Elle marqua une pause, ses yeux devenant de glace. « Mais vous détruire, ça me semble être un passe-temps agréable. » Elle prit le bras de Sarah. « Allons-y, Sarah. Ah, nous avons du travail à faire. » Elles quittèrent la salle d'audience, laissant Richard Sterling debout, seul, agrippant le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Dehors, dans le couloir, loin des regards indiscrets des étudiants, en droit et des greffiers, Sarah s'effondra enfin. Ses jambes cédèrent et elle glissa le long du mur de marbre, enfouissant son visage dans ses mains. « Je n'arrive pas à y croire, » sanglota-t-elle. « Je pensais vraiment que c'était fini. Maman, qui es-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Margaret soupira, sa façade d'acier s'effaçant pour révéler la mère fatiguée en dessous. Elle s'assit sur le sol froid à côté de sa fille, ignorant la saleté sur son tailleur cher. « Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais laisser cette vie derrière moi, Sarah, » dit Margaret doucement, lui passant un bras autour des épaules. « Ton père, c'était un homme bien, mais il détestait le droit. Il détestait ce que cela faisait de moi. Quand il est tombé malade, je lui ai promis de poser l'épée. Je voulais que tu me connaisses comme une mère, pas comme le marteau Harrington. » Sarah releva la tête, les yeux rouges. Le marteau Harrington, c'était un surnom. Margaret eut un petit sourire ironique. Peu flatteur, mais juste. J'étais impitoyable, Sarah. Je défendais des entreprises. J'écrasais des syndicats. Je détruisais de braves gens parce que la loi était de mon côté. Je n'aimais pas qui j'étais, alors j'ai arrêté. Je suis allé à la ferme pour trouver la paix. Elle tendit la main et écarta une mèche de cheveux égarés du visage de Sarah. Mais quand tu m'as appelé, quand j'ai entendu la peur dans ta voix, j'ai réalisé quelque chose. La paix est un luxe. Protéger son enfant est un devoir. J'ai repris l'épée, Sarah, et je te promets que je ne la lâcherai pas tant que tu ne seras pas en sécurité. Sarah a serré sa mère dans ses bras, pleurant dans le manteau de tweed.
Pour la première fois en 7 ans, elle ne se sentait plus victime. Elle avait l'impression d'avoir une armée. Maintenant, a dit Margaret en se levant et en se secouant, assez de pleurs. Richard va essayer de nous intimider. Il nous faut une salle de guerre. Le Motel 6 ne fera pas l'affaire. C'est tout ce que je peux me permettre, a dit Sarah. Margaret a ouvert son sac à main et a sorti une carte de crédit noire. Une carte Centurion, le genre en titane pour lequel il faut être invité pour en posséder une. J'ai dit que j'avais pris ma retraite. Je n'ai pas dit que j'étais fauché. Nous descendrons au Peninsula. J'ai besoin du service en chambre et d'Internet haut débit. Nous allons chasser. La salle de guerre était une suite au 15e étage de l'hôtel Peninsula surplombant le Magnificent Mile. Elle était imprégnée de l'odeur de café rassis et de tonnées d'imprimante. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'audience. Fidèle à sa menace, Richard avait lancé des tactiques de terre brûlée. Il l'a envoyé, a dit Sarah, fixant la porte de la chambre d'hôtel. Une équipe de livraison venait de déposer 45 boîtes de classement type Banker's Box de documents. Elles étaient empilées du sol au plafond, bloquant la vue de la télévision. La décharge de la découverte, a dit Margaret en s'approchant pour inspecter les boîtes. Elle portait un peignoir en soie, un crayon dans les cheveux et paraissait plus énergique qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le plus vieux truc du métier. Il est légalement tenu de nous donner ses registres financiers, alors il nous donne tout. Chaque reçu, chaque email, chaque prospectus publicitaire mélangé au relevé bancaire réel. Il veut enterrer l'aiguille dans la botte de foin. Sarah a ouvert la première boîte. Elle était pleine de reçus de pricing de Richard datant de 2018. « Maman, c'est impossible. Il y a 50 000 pages ici. Nous ne pouvons pas lire tout ça en 2 semaines. Nous n'avons pas à tout lire, a dit Margaret, les yeux brillants. Il faut juste voir ce que l'on cherche. Richard est arrogant, séchera. Les hommes arrogants sont négligents. Ils pensent d'être plus intelligents que tout le monde. Alors ils ne cachent pas les choses assez profondément. Ils les cachent à la vue de tous. Margaret s'est dirigée vers le bureau où elle avait installé 3 ordinateurs portables. Elle avait fait appel à quelques faveurs de son ancienne vie. Elle n'avait plus de cabinet, mais elle avait d'anciens assistants juridiques qui lui devinrent leur carrière. 2 d'entre eux travaillaient actuellement à distance depuis New York, numérisant les fichiers numérisés que Margaret téléchargeait. « Que cherchons-nous » a demandé Sarah en prenant une pile de papier. « Des brevets » a dit Margaret. « Richard gagne beaucoup d'argent, 7 chiffres, mais il dépense beaucoup à Simakuasi. La maison de ville, les voitures, les costumes. Mais il y a un manque. J'ai fait un calcul approximatif de ses heures facturables par rapport à ses revenus déclarés. Il manque environ 300 000 $ par an. Peut-être qu'il parie, a suggéré Sarah. Non. Richard déteste perdre de l'argent. Il le vole ou il le cache? Margaret a tapoté l'écran. J'ai regardé ses relevés de carte de crédit. Regarde ça. Sarah a plissé les yeux devant la feuille de calcul. Une charge récurrente. C&L Consulting. 5 000 $ par mois. Exactement. C'est marqué comme développement professionnel dans son livre de compte. Déductible d'impôts. Mais regarde les dates. Il les paie le 15 de chaque mois. Même quand nous étions en vacances en Italie l'année dernière. Même les jours fériés. Qui sont-elles? C'est la question. J'ai effectué une recherche. C&L Consulting n'a pas de site web. Leur adresse enregistrée est une boîte postale dans un centre commercial à Cicero. Margaret a pris une gorgée de café froid. Ce n'est pas un consultant, Sarah. C'est une personne. Soudain, le téléphone de la chambre d'hôtel a sonné. Margaret a fait signe à Sarah d'attendre, puis a décroché. « Allô? Madame Harrington. » La voix était grave, distordue. « Vous devriez arrêter de creuser. Chicago n'est pas sûr pour des vieilles dames. Clic. » Margaret a raccroché lentement. Son expression n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est serrée. « Qui était-ce? » a demandé Sarah, effrayée. « Un lâche, » a dit Margaret. Richard devient nerveux. Il sait que nous sommes proches de quelque chose. « Maman, peut-être que nous devrions arrêter, s'il engage des gens pour nous menacer. » Margaret a claqué sa main sur le bureau. « Non, c'est exactement ce qu'il veut. La peur est sa monnaie, Sarah. Il a passé 7 ans à acheter votre silence avec. Il n'achètera pas le mien. » Elle s'est tournée vers les boîtes.
Prends la boîte numéro 12, cherche tout ce qui concerne C et L ou quoi que ce soit avec les initiales CL. Nous ne dormirons pas ce soir. Elles ont travaillé toute la nuit. Le luxe de la suite de l'hôtel s'est estompé dans un brouillard de coupures de papier et de fatigue oculaire. À 4 heures du matin, Sarah somnolait sur le sol entouré de factures. Margaret était toujours éveillée, pas éveillée, faisant les 100 pas dans la chambre. Elle tenait un seul morceau de papier qu'elle avait trouvé au fond de la boîte 33. Ce n'était pas un document financier. C'était une note manuscrite griffonnée sur une serviette en papier agrafée à un reçu pour un bracelet de diamant. Un bracelet que Sarah n'avait jamais reçu. La note disait « Merci pour le sauvetage ». Ah, l'amour de C. Margaret a réveillé Sarah. « Sarah, réveille-toi. Qui est C ?» Sarah s'est frotté les yeux en regardant la note, sa tête. Elle fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Ses amis sont tous des hommes. Tom, David, Mike. Il n'y a pas de scripens. Une secrétaire, une assistante juridique, une cliente. » Sarah secoua la tête, puis elle s'arrêta. Un souvenir remonta. Une fête d'anniversaire il y a 3 ans. Richard avait été trop prévenant envers la femme de l'un de ses plus gros clients. Non, c'était un jet. Attends, il y avait une nounou, murmura Sarah, pour les enfants de son associé. Nous sommes allés à un barbecue chez les Holloway. Il y avait une jeune femme, très jolie, environ 25 ans. Elle étudiait le droit. Richard a passé toute l'après-midi à lui parler de mentorat. Quel était son nom? A demandé Margaret intensément. Cassidy, a dit Sarah. Cassidy Lane. T-A-L, a dit Margaret. Cassidy Lane Consulting. Margaret se précipita vers l'ordinateur. Elle tapait furieusement. Cassidy Lane, Illinois Bar Association. La voici. Amisage au barreau l'année dernière. Emploi actuel, inconnu. Margaret a ouvert une carte. Elle a tapé l'adresse du centre commercial de Cicero. Puis elle l'a recoupée avec les registres immobiliers. Bingo, a murmuré Margaret. Qu'est-ce que c'est? Le centre commercial n'est pas juste une boîte postale, a dit Margaret. Le bâtiment appartient à Blue Heron LLC. Et Blue Heron LLC appartient à Richard Sterling. Sarah a Alté. Il paye le loyer à lui-même. Non, Margaret secoua la tête. Il la paye. Il a mis en place une société écran pour lui transférer de l'argent. Il la garde, Sarah, mais c'est pire qu'une liaison. 5 000 $ par mois, c'est de l'argent de chantage ou de l'argent de soutien. Margaret a regardé la date du premier chèque à C, A et N, il y a 3 ans. Sarah, ce barbecue était il y a 3 ans? Oui. Et quelque chose s'est-il passé à ce moment-là? Quelque chose d'inhabituel avec Richard? Sarah repensa. Les souvenirs de cette époque étaient un brouillard de dépression et d'isolement. Il est parti pendant une semaine. Il a dit que c'était une conférence à Denver. Mais quand il est revenu, il était différent, plus nerveux. Il m'a fait signer un accord prénuptial cette semaine-là. Il a dit que si je ne le signais pas, il divorcerait et me laisserait sans rien. Et tu l'as signé. J'avais peur. Je l'ai signé. Les yeux de Margaret se plissèrent. Il a paniqué. Quelque chose s'est passé avec Cassidy Lane cette semaine-là. Et il avait besoin de sécuriser ses biens immédiatement. Margaret a pris son téléphone. Il était 5 heures du matin. « Qui appelez-vous » a demandé Sarah. « Un détective privé avec qui j'ai travaillé. Il est cher, il boit trop et il n'a aucune morale. Il est parfait. » Margaret a composé le numéro. « Nous devons trouver Cassidy Lane et nous devons savoir ce que Richard lui paye pour se taire. Parce que j'ai le sentiment, Sarah, que cela ne concerne pas seulement l'adultère. C'est un crime. » Le soleil commençait à se lever sur le lac Michigan, projetant une pâle lumière dans la pièce. Les boîtes de papier ne ressemblaient plus à une barrière. Elles ressemblaient à une carte routière. « Habillez-vous, Sarah, » a dit Margaret. Sa voix était remplie d'une résolution froide et terrifiante. « Nous avons une déposition à 9 heures soir. Richard pense qu'il va nous intimider avec son jargon juridique. Mais aujourd'hui, je vais lui poser des questions sur Cassidy. Et nous allons le voir se vider. » La déposition a eu lieu dans la salle de conférence principale de Sterling, Myers et Holt. C'était une pièce conçue pour intimider, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon de Chicago, et une table assez longue pour y faire atterrir un avion. Richard était assis à la tête de la table, flanqué de son équipe juridique. Il avait l'air reposé, confiant et totalement dédaigneux des 2 femmes assises en face de lui. Margaret portait ses lunettes de lecture à une chaîne, organisant lentement ses dossiers avec une lenteur exaspérante. « Madame Harrington,
Richard a regardé sa montre. Nous sommes là depuis 20 minutes et vous n'avez posé aucune question. Si vous essayez de gagner du temps, je vous facturerai mon temps. Margaret a levé les yeux en souriant gentiment. Oh, j'admire juste la vue, Richard. C'est incroyable comme tout semble petit d'ici. Même les gens. Elle a fait signe au greffier de commencer. Monsieur Sterling, a commencé Margaret d'une voix monotone. Veuillez décliner votre nom complet et votre profession. Richard James Sterling, associé principal. Margaret a passé l'heure suivante à poser des questions incroyablement ennuyeuses et détaillées sur ses factures de pressing, ses abonnements de golf et ses paiements de leasing de voiture. Richard est visiblement devenu détendu, flirtant avec l'ennui. Il a répondu par des remarques sarcastiques, levant les yeux au ciel vers ses associés. Il pensait que le marteau Harrington avait perdu de son mordant. Il pensait qu'elle n'était qu'une vieille femme tatillonne. Et ce relevé du 12 novembre, a demandé Margaret, en regardant un reçu. 400 $ au prime rib. Était-ce professionnel ou personnel? Professionnel, a soupiré Richard. Dîner d'affaires, je vois. Margaret a trié ses papiers, et le relevé du 14 novembre à C&L Consulting, 5 000 $. Richard n'a pas bronché. Il avait répété cela. Professionnel. Consultant externe pour le jury. 5 000 $, a répété Margaret. Pour un consultant en jury, c'est un tarif standard. Et pour quelle affaire spécifique Citadel a-t-elle consulté en novembre? La fusion Peterson. Richard a menti avec aisance. Ils ont conseillé sur la perception du public. Intéressante, a dit Margaret. Elle a plongé la main dans son dossier. Parce que j'ai appelé l'équipe juridique de Peterson ce matin, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de C&L Consulting. En fait, ils ont dit que vous aviez géré la perception du public vous-même. Richard s'est raidi. J'ai sous-traité. C'est un travail privilégié. Bien sûr, a dit Margaret. Elle a sorti une autre photo. C'était une photo granuleuse prise par son détective privé hier. Elle montrait une jeune femme poussant une poussette dans le cabinet d'un pédiatre. Est-ce le consultant? A demandé Margaret en faisant glisser la photo sur l'acajou poli. Richard a regardé la photo. Ses yeux se sont écarquillés imperceptiblement, mais sa mâchoire s'est serrée si fort qu'un muscle a fait saillie dans sa joue. Je ne sais pas de qui il s'agit, a dit Richard froidement. Vraiment? Margaret a feint la surprise. Parce que c'est Cassidy Lane, votre ancienne stagiaire, et la destinataire des chèques de C&L, et ce bébé dans la poussette. Il a votre nez, Richard. La pièce s'est devenue mortellement silencieuse. Les doigts du greffier ont plané sur les touches. Les associés de Richard se regardaient mal à l'aise. Objection! Le jeune avocat de Richard a couiné. Pertinence, harcèlement. C'est hautement pertinent. La voix de Margaret s'est transformée en un coup de fouet. Elle s'est penchée en avant, le masque de la vieille dame disparaissant instantanément. Vous prétendez être pauvre dans ce divorce, Monsieur Sterling. Vous prétendez ne pas pouvoir payer de pension alimentaire. Pourtant, vous payez 60 000 $ par an à une femme que vous prétendez ne pas connaître pour subvenir aux besoins d'un enfant que vous n'avez pas déclaré au tribunal. C'est parjure. C'est de la fraude. Richard s'est levé, frappant ses mains sur la table. Cette déposition est terminée. Vous péchez. Vous êtes diffamatoire. Asseyez-vous, Richard. Et aboyez Margaret. C'était la voix qui avait commandé la Cour suprême. Richard a effectivement tressailli. Je ne pêche pas, a dit Margaret, ses yeux le fixant. Je chasse, et je sais pourquoi vous la payez. Ce n'est pas juste une pension alimentaire, n'est-ce pas? C'est le silence. Parce que vous êtes sur la liste restreinte pour le poste vacant à la Cour d'appel fédérale, et un enfant illégitime secret avec une subordonnée de 20 ans votre cadette. Eh bien, cela ne fait pas bonne figure lors d'une vérification des antécédents, n'est-ce pas? Le visage de Richard a pris une teinte rouge violacée. Il a regardé le greffier. Arrêtez de taper. Tout ce qui est dit ici est hors dossier. Nous invoquons le privilège. Vous ne pouvez pas invoquer le privilège sur votre propre fraude, a dit Margaret calmement. Et nous n'avons pas fini. Nous savons qu'elle est malade, Richard. Cette fois, Richard a semblé véritablement choqué. Quoi? Le bébé, dit Margaret doucement. Le garçon, Léo. Il a une malformation cardiaque congénitale. Mon enquêteur a trouvé les factures médicales dans la poubelle de Cassidy. C'est pourquoi elle a besoin de l'argent.
C'est pourquoi elle ne s'est pas manifestée. Vous tenez la santé de son fils en otage pour garder votre réputation propre. Sarah, assise à côté de sa mère, a halté. Elle a regardé l'homme qu'elle avait épousé. Elle savait qu'il était froid. Elle savait qu'il était cruel. Mais cela, utiliser un enfant malade comme levier. Vous êtes un monstre, a murmuré Sarah. Richard a ramassé ses dossiers, les mains tremblantes de rage. Sortez, toutes les deux, sortez de mon bâtiment. Vous n'avez aucune preuve, juste les divagations d'une harceleuse. Si vous essayez d'amener cette fille au tribunal, je la détruirai. Je ferai en sorte qu'elle ne travaille plus jamais dans cet état, et je ferai en sorte que cet enfant finisse une institution publique. Il a pointé un doigt vers Sarah. Et toi, tu finiras sans rien. Je brûlerai chaque dollar que j'ai avant de te le donner. Il est sorti en trombe de la salle de conférence. Sarah est restée assise, tremblante. Maman, est-ce vrai? A-t-il un fils? Margaret a rangé la photo avec soin. Son visage était grave. Oui, et Richard vient de commettre une erreur fatale. Quelle? Il a menacé la mère, a dit Margaret. Il pense que Cassidy Lane n'est qu'une responsabilité au bilan. Il a oublié que c'est une mère avec un enfant malade. Et une mère acculée est la créature la plus dangereuse sur Terre. Margaret a sorti son téléphone. Allez, il faut aller à Cicero avant les arranges de Richard. Il va essayer de la soudoyer ou de lui faire peur pour qu'elle s'enfuit. La pluie était revenue, transformant les rues de Cicero en rivière grise. Cassidy Lane vivait dans un appartement de rez-de-chaussée sous une laverie automatique. C'était loin du brownstone de la Gold Coast où Sarah avait vécu, mais c'était propre. Margaret gara la voiture de location, une Ford Sedan discrète, un peu plus loin dans la rue. « Reste ici, Sarah, » dit Margaret. « Non, » secoua Sarah la tête. « Je dois la voir. Je veux qu'elle sache que je ne suis pas l'ennemi. » Margaret étudia le visage de sa fille. Elle y vit une nouvelle force. « Très bien, mais laisse-moi parler d'abord. » Elles se dirigèrent vers la porte. Margaret frappa 3 fois, fermement mais poliment. Pas de réponse. « Cassidy, » appela Margaret. « Je m'appelle Margaret Harrington. Je suis l'avocate de Sarah Sterling. Nous savons pour Léo. Nous savons pour Richard Horn. » Une ombre bougea derrière le rideau, puis le bruit d'un verrou qui glisse. La porte s'ouvrit sur la chaîne. Une jeune femme jeta un coup d'œil dehors. Elle semblait épuisée, des cernes sous ses yeux, les cheveux en chignon désordonnés, portant un sweatshirt taché. Mais ses yeux étaient vifs, intelligents. « Il m'a appelé, » murmura Cassidy, la voix tremblante. « Il a dit que vous veniez. Il a dit que vous étiez folle. Il a dit que si je vous parlais, les chèques s'arrêteraient. Et si les chèques s'arrêtaient, Léo n'aurait pas son opération. » « Il ment, Cassidy, » intervint Sarah, s'avançant dans la lumière. « Il va arrêter les chèques de toute façon. Une fois qu'il aura son poste de juge, il n'aura plus besoin de toi. Il trouvera un moyen de te faire disparaître légalement. » Cassidy regarda Sarah. Il y eut un moment de reconnaissance. 2 femmes qui avaient été charmées, utilisées et rejetées par le même homme. « Tu es la femme, » dit Cassidy. « Il m'a dit que tu étais folle, que tu étais instable, » dit Sarah tristement. « S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Nous pouvons te protéger. Ma mère peut te protéger. » Cassidy hésita, puis décrocha la chaîne. Rapidement, l'appartement était rempli de jouets pour bébés et de manuels de droit. Dans un coin, un parc pour bébés contenait un tout petit endormi connecté à un moniteur d'oxygène portable. Le bip rythmique était le seul son dans la pièce. Margaret ne perdit pas de temps. Elle s'assit à la petite table de cuisine. « Cassidy, je vais être franche. Richard est légalement acculé. Il t'a menacé aujourd'hui lors d'une déposition. Il perd le contrôle. Les hommes comme Richard, quand ils perdent le contrôle, ils deviennent dangereux. » Cassidy se serra dans ses bras. « Il m'a fait signer un accord de confidentialité, un accord de non-divulgation. Il dit que si je mentionne jamais son nom, je lui dois $1 million. Je ne peux pas vous parler. » « Cet accord de non-divulgation est nul, » dit Margaret, la voix pleine d'autorité. « Un accord de non-divulgation ne peut pas être utilisé pour couvrir un crime ou pour éviter les obligations de pension alimentaire. Il est inapplicable pour des raisons d'ordre public. Je peux le faire annuler en 5 minutes. Mais l'argent... » Cassidy regarda son fils. « Léo a besoin d'un remplacement valvulaire le mois prochain. C'est 80 000 hors assurance. Parce que l'assurance que Richard m'a donnée est une merde.
Margaret tendit la main par-dessus la table et prit la main de Cassidy. Si tu témoignes, si tu nous aides à l'exposer, je garantirai personnellement les soins médicaux de Léo. J'ai des actifs, Cassidy. Des vrais actifs. Pas des sociétés écrans. Cassidy regarda Margaret puis Sarah. Des larmes lui montèrent aux yeux. Je voulais être avocate, sanglota-t-elle. J'étais la meilleure de ma classe. J'ai fait un stage chez lui. Je pensais qu'il était un mentor. Puis un soir, nous travaillions tard et il a juste décidé qu'il me possédait. Et quand je suis tombée enceinte, il m'a dit qu'il ruinerait ma carrière si je le gardais. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me débarrasser de Léo. Sarah s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Ce fut un étrange tableau, la femme et la maîtresse unies par les débris de l'ego d'un homme. Il nous a ruinés toutes les deux, dit Sarah. Mais nous pouvons l'arrêter. Cassidy s'essuya les yeux. Elle se leva et se dirigea vers une étagère. Elle en sortit une copie creusée du Black's Law Dictionary. À l'intérieur se trouvait un petit enregistreur vocal numérique. « Je suis avocat aussi, » dit Cassidy, sa voix se durcissant. « Ou j'allais l'être. Je savais qui il était. Je savais qu'il finirait par se retourner contre moi. Alors je l'ai enregistré. Chaque fois qu'il venait ici pour déposer de l'argent, chaque fois qu'il me menaçait. » Les yeux de Margaret s'illuminèrent. « Tu l'as en bande? » « Je l'ai enregistré admettant cacher des actifs, » dit Cassidy. « Je l'ai enregistré admettant d'avoir soudoyé un greffier pour retarder tes dettes d'audience. Et je l'ai enregistré menaçant de couper le cordon ombilical de Léo si je ne signais pas l'accord de non-divulgation. » Margaret prit l'enregistreur comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. « C'est ça, » dit Margaret. « Ce n'est plus juste une affaire de divorce, c'est une affaire de RICO. C'est la radiation du barreau. C'est la prison. » Soudain, on entendit de forts coups à la porte d'entrée. Cassidy, ouvre. Une voix d'homme, rauque, agressive. Cassidy se figea. C'est son chauffeur, celui qui apporte l'argent. Ouvre la porte ou on la défonce. Margaret se leva. Elle prit son téléphone et composa le 911. Mais ensuite, elle s'arrêta. Elle regarda la porte, puis Sarah et Cassidy. « Sarah, prends l'enregistreur, » ordonna Margaret. « Va dans la chambre avec Cassidy et Léo. Ferme la porte à clé. »« Maman, qu'est-ce que tu vas faire? » Margaret boutonna sa veste en tweed. Elle se dirigea vers le tiroir de la cuisine et prit un rouleau à pâtisserie. C'était ridicule, pourtant. Dans ses mains, il ressemblait à un marteau de juge. « Je vais apprendre au sbire de Richard une leçon sur l'effraction, » dit Margaret calmement. « Et ensuite, nous irons au tribunal. » Crac! La porte d'entrée vola en éclats. 2 hommes en blouson de cuir entrèrent. Ils regardèrent autour d'eux, repérant la femme plus âgée dans la cuisine. « Où est-elle? » grogna le chef des voyous. Margaret Harrington ne sia pas. Elle releva le menton. « Messieurs, dit-elle, vous avez exactement 3 secondes pour partir avant que je ne ruine vos vies. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin d'un rouleau à pâtisserie pour le faire. Je suis avocate. » Les voyous hésitèrent. Ils s'attendaient à une grand-mère effrayée. Ils ne s'attendaient pas à une femme qui semblait attendre un bus. « Attrapez-la, » dit le voyou. Margaret sourit. « Excellent. Agression sur officier de justice. Ajoutez ça à la liste. » Alors que le premier homme se lançait, des sirènes retentirent au loin. Margaret n'avait pas seulement composé le 911. Elle avait déclenché l'alarme silencieuse sur son application Centurion Card, une fonction pour les clients fortunés en détresse. Les gyrophares peignirent dans la pièce en rouge et bleu. Les voyous se figèrent. « Échec et mat », murmura Margaret. Le jour de l'audience finale, la salle d'audience était bondée. La nouvelle s'était répandue dans le milieu juridique de Chicago que Richard Sterling, l'homme qui ne perdait jamais, était dans un combat à mort contre sa propre belle-mère. Richard arriva, portant un costume qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il avait l'air calme, presque ennuyé. Il ne savait rien du raid à Cicero. Il ne savait rien de l'enregistreur. Ces voyous avaient été arrêtés avant de pouvoir l'appeler, et Margaret avait tiré des ficelles pour que le rapport de police reste secret jusqu'à cet instant précis. Sarah était assise à la table de la défense. Elle ne tremblait plus. Elle portait un costume blanc, impeccable et propre. Elle ressemblait à une femme qui avait déjà survécu au feu. « À la cour », appela l'huissier. Le juge Russo prit place. Il avait l'air fatigué. Il regarda Richard, puis Margaret. «
Nous sommes ici pour les arguments finaux concernant la division des biens et la validité de l'accord prénuptial, dit Rousseau. Monsieur Sterling, vous avez la parole. Richard se leva. Il se dirigea vers le centre de la pièce en boutonnant sa veste. Il se tourna vers la galerie, les traitant comme un jury. Votre honneur, commença Richard, la voix douce comme de la soie. Ce cas est simple. Ma femme a signé un accord prénuptial. Il est bétonné. Elle reçoit 50 000 et s'en va. La défense a essayé de brouiller les pistes avec des accusations d'actifs cachés ou des théories du complot, mais ils n'ont produit aucune preuve. Pas de compte bancaire, pas de sociétés écran. Il se tourna vers Sarah en souriant cruellement. La vérité, votre honneur, c'est que ma femme est mentalement instable. Elle est manipulée par sa mère, une femme qui n'a pas exercé le droit depuis des décennies et qui a clairement une vendetta contre moi. Je suis la victime ici. J'ai soutenu cette femme pendant 7 ans et maintenant je veux juste retrouver ma vie. Il s'assit sous un murmure d'approbation de ses associés. Il avait joué parfaitement. Madame Harrington? Demanda le juge Rousseau. Margaret se leva. Elle ne se dirigea pas vers le centre. Elle resta à la table, les mains posées sur un petit haut-parleur noir qu'elle avait placé là. Votre honneur, dit Margaret calmement. Monsieur Sterling a raison sur une chose. Nous n'avons pas trouvé les comptes bancaires à son nom. Richard eut un petit sourire narquois. Nous ne les avons pas trouvés, Margaret continua, sa voix montant, parce qu'ils ne sont pas à son nom. Ils sont au nom d'un enfant, un enfant que M. Sterling a passé 3 ans à cacher. Le sourire de Richard vacilla. Objection. Nous avons déjà abordé ce point, pas de preuve. La preuve, dit Margaret, n'est pas sur le papier. Elle est ici. Elle appuya sur lecture sur le haut-parleur. Le son était d'une clarté cristalline. Il emplit la vaste salle d'audience. Écoute-moi bien, Cassidy. Tu signes cette clause de non-divulgation où je coupe les vivres. Tu m'entends? Je contrôle l'assurance. Je contrôle les médecins. Tu ouvres la bouche et Léo meurt. Je ne me soucie pas du gamin. Je me soucie du siège au tribunal. Je ne laisserai pas un enfant bâtard ruiner ma nomination fédérale. La voix était indubitablement celle de Richard. Le silence qui suivit fut absolu. C'était le silence d'une pièce où l'oxygène avait été aspiré. Richard se leva, le visage blanc comme un linge. Ceci, c'est un deepfake. C'est de l'IA. Je n'ai jamais dit ça. Margaret appuya de nouveau sur lecture. Et pour ma femme, Sarah est une idiote de trophée pathétique. Je vais la faire mourir de faim. J'ai caché l'argent dans la Blue Heron LLC. Elle ne le trouvera jamais. Elle est trop stupide pour chercher à Cicero. La galerie suffoqua. Le visage du juge Rousseau devint violet. Il regarda Richard avec un air de pure répulsion. « Monsieur Sterling, » dit le juge Rousseau, la voix dangereusement basse, « est-ce votre voix? » « C'est falsifié, hurla Richard, perdant tout son sang-froid. Elle me tend un piège. « Qui vous a donné ça? »« Qui? » ?»« Moi. » Les portes à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent. Cassidy Lane entra. Elle poussait une poussette. Elle descendit l'allée, la tête haute, fixant droit l'homme qui l'avait tourmenté. « Je suis le témoin, votre honneur, » dit Cassidy clairement, « et j'ai les fichiers numériques originaux horodatés et vérifiés. » Richard regarda Cassidy, puis le juge, puis la porte. Pendant 1 seconde, il eut l'air de vouloir s'enfuir. Mais il y avait maintenant 2 huissiers derrière lui. « Monsieur Sterling, » le juge Rousseau se leva. « Ce tribunal invalide par la présente l'accord prénuptial pour fraude, contrainte et abus. De plus, je réfère immédiatement cette affaire au procureur de l'État pour enquête criminelle concernant extorsion, fraude et mise en danger d'enfants. » Rousseau frappa son marteau si fort qu'il fendit le bois. « Huissier, placez M. Sterling en détention en attendant une audience sur le risque de fuite. Je le tiens en outrage au tribunal. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » hurla Richard pendant que les huissiers le saisissaient par les bras. « Je suis Richard Sterling. Je possède cette ville. » Plus maintenant, Richard. Sarah prit la parole. Elle se tenait debout, le regardant alors qu'on lui passait les menottes. « Tu ne possèdes rien. Ni l'argent, ni la maison, et certainement pas nous. » Richard fut traîné hors de la salle d'audience, donnant des coups de pied et hurlant, dépouillé de son dernier vernis de dignité. La galerie explosa en chaos. Les journalistes criaient des questions. Margaret rangea lentement sa mallette. Elle regarda Sarah. «
Eh bien, dit Margaret en époussetant ses mains, ça s'est bien passé. Sarah regarda sa mère. Des larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes de soulagement. Elle serra Margaret dans ses bras, enfouissant son visage dans le manteau en tweed qui sentait la pluie et la justice. « Merci, » murmura Sarah. « Tu m'as sauvé la vie. Je t'ai juste rendu la vie que tu as toujours eue, Sarah. » Margaret sourit, embrassant le front de sa fille. « Allons-y maintenant. Je crois que je t'avais promis une tarte. Et Cassidy, toi et Léo, vous venez avec nous. La ferme a assez de place pour qu'un petit garçon puisse courir. » Elles sortirent du palais de justice ensemble, 3 générations de femmes sortant de l'ombre pour entrer dans ce soleil. Derrière elles, les ruines de l'empire de Richard Sterling s'effritaient en poussière, témoignage du fait que la chose la plus dangereuse au monde n'est pas un homme au pouvoir, mais une mère avec un plan. Et c'est ainsi que Richard Sterling a appris à ses dépens ne jamais sous-estimer une femme silencieuse et ne jamais s'en prendre à sa mère. Il pensait que Sarah était faible parce qu'elle était silencieuse, mais il avait oublié que c'est dans le silence que la tempête se rassemble. Au final, Sarah n'a pas seulement obtenu un divorce. Elle a gagné une sœur en Cassidy, elle a sauvé un enfant et elle a redécouvert la force indestructible de sa propre famille. C'est un puissant rappel que peu importe à quel point vous vous sentez piégé, il y a toujours une issue, surtout quand la vérité est de votre côté. J'espère que cette histoire vous a tenu en haleine. Si vous avez aimé voir la justice servie froide, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un rappel de sa propre force et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous publions des drames de la vie réelle chaque semaine. Merci de regarder et à bientôt pour la prochaine vidéo.